des mois de janvier et ultérieurs ne sont pas encore communiqués. Voilà, donc c'est vraiment un modèle pour illustrer ce webinaire à vous réapproprier. Alors voilà les trois hypothèses que vous aurez à compléter sur ce modèle. Le premier consistera bien sûr à évaluer un chiffre d'affaires prévisionnel sur chacun des scénarios, assez classiquement en restauration, en partant d'une prévision mois par mois sur 6 mois de nombre de repas par jour, fois un nombre de jours d'ouverture avec un panier moyen. Voilà, donc là je suis sur l'hypothèse du scénario 1, une ouverture en décembre en vente à emporter. Il y aura une hypothèse de panier moyen à évaluer. Voilà, donc à évaluer par vous-même. Ce qu'on constate sur le panier moyen en ville, sur la vente à emporter, c'est plutôt une dégradation des paniers, puisqu'on a moins de ventes complémentaires sur les paniers. Par contre, Eric, je crois qu'on conclura là-dessus, on anticipe plutôt sur nos saisons hiver des reports de paniers. Quand une famille a 4 forfaits de ski en moins par jour, elle va pouvoir reporter du pouvoir d'achat sur d'autres achats, notamment la restauration. Donc, il y aura peut-être un équilibre des deux qui fera que le panier se dégradera peut-être pas tant que ça. Oui, juste un petit mot sur ce sujet, si je peux me permettre, Gilles, c'est qu'effectivement, Oui. comme on l'a vu cet été, après le premier confinement, les destinations montagne ont eu un fort succès, surtout sur le mois d'août. On a eu on a eu notamment une nouvelle clientèle qui n'avait pas l'habitude de pratiquer la montagne. On a eu un report en fait des clientèles qui partaient à l'étranger habituellement et qui sont reportées sur la destination montagne avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Euh, et du coup, en tout cas, si effectivement les domaines skiables n'ouvrent pas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du pouvoir d'achat qui puisse être porté sur les activités qui seront possibles et ou ouvertes. Oui, c'est probable. Deuxième hypothèse à compléter dans le modèle, c'est assez classiquement votre structure de charge. Alors sur 2 colonnes, une première colonne qui est votre structure de charge habituelle sur laquelle vous pourrez reprendre éventuellement votre historique 2019 par exemple. Il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà, donc votre marge classique standard, les achats consommés, les frais de perso, les frais généraux. Une deuxième colonne avec une réflexion à mener dans le cadre du scénario 1 d'une vente à emporter. Comment on va évaluer nos structures de charge? Voilà, donc là, il y a une réflexion à avoir. Les grandes tendances, c'est globalement une réduction de masse salariale puisqu'on n'a pas de service sur place, mais compensée par l'augmentation de 2 charges. Une première charge liée aux emballages, relativement importante que vous avez là. On a budgété par hypothèse à 4 points, et on peut être sur du 5-6 points si votre part d'emballage est fort. Et puis un peu plus bas, vous verrez, si vous mettez en place de la livraison, également une charge supplémentaire à intégrer sur les frais de livraison. Plus après potentiellement d'autres types de charges que vous aurez à évaluer sur cette activité de vente à emporter. Voilà. Troisième et dernière hypothèse, c'est les frais fixes incompressibles. C'est pour le scénario 2, c'est de se dire, OK, bon, imaginons qu'on ouvre fin janvier, début février. Il n'empêche que vous aurez quand même des frais fixes incompressibles sur le début de la saison hiver. Ces frais fixes incompressibles, c'est quoi? C'est des charges qui continuent à courir, bien que le restaurant soit fermé sur certains de ces mois. Alors, bien sûr, le plus évident, c'est le loyer. Si vous avez un loyer purement fixe, il continue à couvrir. Mais également, voilà, sur la partie énergie, il y a la part d'abonnement. Sur l'ensemble de ces charges, on vous demandera, sur cette petite colonne, d'évaluer, 0,5% près, en grande maille, la part de chacune de ces charges qui est incompressible. C'est-à-dire qui est indépendante du nombre de jours d'ouverture. Exemple, les emballages, voilà, ça, il n'y a pas de frais fixes incompressibles. Si on est fermé, on n'achète pas d'emballage ou on ne consomme pas d'emballage. Voilà. Quand vous aurez rentré ces différentes hypothèses, il y en aura une dernière, c'est le fonds de solidarité. Alors bon, il y a eu des annonces qui ont été faites. Aujourd'hui, on est au stade de l'annonce sur le mois de décembre. Et aujourd'hui, on n'a encore rien sur les mois qui suivent décembre. Voilà, j'ai repris le communiqué de presse du ministre aujourd'hui. Je l'ai résumé dans le slide d'après. Aujourd'hui, on nous annonce un montant qui est le plus favorable entre soit prendre 20% du chiffre d'affaires de décembre 2019 plafonné à 200 000 euros, si on est fermé en fermeture administrative, soit le deuxième montant qui serait la baisse de chiffre d'affaires entre décembre 2020 par rapport à 2019, elle-même plafonnée à 10 000 euros. Voilà. Si on prend le meilleur montant des deux, c'est le montant potentiellement qu'on pourra avoir. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment vont être intégrées les ventes à distance là-dedans, que ce soit du click and collect, de la livraison ou de la vente à distance à emporter traditionnelle. Donc ça, on manque encore un peu d'informations. Moi, dans le modèle que je vous livre, j'ai pris 20% d'une hypothèse de CA de l'année d'avant. Ça restera à confirmer.
Et pour les mois de janvier et suivants, on ne sait pas encore où on va sur le fonds de solidarité. Voilà. Quand vous aurez rentré toutes ces données, vous aurez un petit tableau qui va se constituer assez simplement de comparaison des deux scénarios, avec un chiffre d'affaires, une marge brute, des frais généraux, des frais de perso, et un EBE et un résultat avant dirigeant. Voilà. Aujourd'hui, dans l'hypothèse standard qu'on va vous livrer, qui est vraiment à adapter, je le rappelle, à votre propre exploitation, il ferait apparaître quand même un scénario plus favorable d'ouverture voilà, avant Noël, entre le 15 et le 20 décembre, grâce à la mise en place d'une vente à emporter. Pourquoi ? Parce que ce CA de vente à emporter, même s'il ne sera pas forcément énorme, on pense qu'il puisse générer une marge brute suffisante pour couvrir les frais de personnel supplémentaires et les frais fixes supplémentaires liés à la vente à emporter. Voilà. Ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas forcément la vérité d'évangile, ça sera sans doute à revérifier dans vos propres structures, notamment par rapport au montant de fonds de solidarité qui va se préciser dans les prochains jours. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir un modèle sur lequel faire ces différentes hypothèses de simulation. Voilà, et je termine sur un dernier point, c'est plutôt sous forme de rappel, c'est les autres dispositifs d'aide dans cette période difficile. Bien sûr, l'activité partielle, le chômage partiel. Jusqu'au 31/12/2020, le régime de droit commun est toujours prévu avec une indemnisation du salarié de 70% du brut et un remboursement par l'État de 70% du brut pour la restauration, puisqu'on est bien dans le secteur privé. Donc, une neutralisation de la masse salariale. Par contre, attention, à partir du 1er janvier 2021, on n'a pas encore d'annonce sur le secteur protégé, prise en compte donc 60% d'indemnisation du salarié, mais avec uniquement remboursement de 36% du brut. Donc le delta, pour l'instant, c'est l'employeur. Ça va peut-être bouger, mais en l'état actuel, c'est le cas. Le PGE, prêt garanti par l'État, a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. On conseille plutôt, en cas de... Voilà, c'est un dispositif qui a plutôt bien fonctionné. Il était prévu qu'il s'arrête le 31/12/2020. Il est prolongé encore pendant 6 mois jusqu'au 30 juin 2021. Vous pouvez le demander. Ce qui a changé également, c'était avant 1 an de différé d'emprunt et 5 ans de remboursement. Vous pouvez aujourd'hui faire 1 an, plus 1 an, donc 2 ans de différé, plus 4 ans de remboursement. Les taux d'intérêt ont été précisés. Ils varient selon les durées de remboursement. La plupart du temps, ils seront entre 2 et 2,5%. Voilà, je vous rappelle, maximum 25% du CA annuel, c'est-à-dire vos 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires. Et je termine. Les exonérations de charges URSSAF, alors il fallait les demander avant le 30 novembre. Je suppose que vous l'avez demandé. Si votre paye est sous-traitée à un expert comptable, c'était son rôle de vous le communiquer. Exonération de charges sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020, plus une aide au paiement de 20% du brut de cette même. Une annonce gouvernementale, possibilité de demander à vos bailleurs commerciaux une annulation du loyer. Ils auront en contrepartie un crédit d'impôt, non pas de la totale, mais de 50% du montant du loyer abandonné sur le mois de novembre. Voilà, et je termine sur les aides de la région orale. La région Auvergne-Rhône-Alpes lance pas mal de dispositifs d'aide, vous les avez sans doute vus, ils seront résumés sur ce petit lien. Et il y en a notamment à destination des restaurants qui mettent en place des actions destinées à promouvoir la vente à emporter, le digital, le web, la vente en ligne, etc. Des aides assez importantes, vous les trouverez sur ce lien. Voilà pour cette partie économique. Je vais passer la main à Olivia qui va du coup dérouler la partie plutôt opérationnelle et pratique de la mise en place d'une vente à emporter. Et éventuellement, s'il reste des questions-réponses, on les traitera à la fin de la présentation. Juste avant que Olivia, tu prennes la parole. Donc voilà, si vous avez des questions, prends l'écran. Je dis oui, si vous pouvez poser vos questions, on y répondra à la fin de l'intervention d'Olivia. Petite précision aussi pour dire que les outils qui vous ont été présentés seront donc vous seront envoyés et seront disponibles sur notre site internet ot73smb.fr. Alors, est-ce que mon PowerPoint s'est bien affiché? Oui. C'est tout bon? C'est parfait. Alors, pour ma part, effectivement, très pratico-pratique, nous allons parler des règles sanitaires et de la sécurisation du contact client, de la TVA et de la vente des alcools par rapport spécifiquement à la vente à emporter,
Et puis, on aura un petit zoom sur le room service, mais bien évidemment, tout ce que je dirai en amont sera également valable pour le room service. Hein. Donc, c'est important effectivement que vous soyez attentif à l'ensemble de l'atelier. Alors, pourquoi la vente à emporter? Eh bien, comme vu en première partie, hein, tout simplement avec Gilles, il est vraiment essentiel que les restaurateurs puissent s'adapter tout simplement pour sauver déjà leur activité, mais aussi pour sauver tous les emplois qui y sont liés, c'est-à-dire les emplois directs, mais aussi tous les emplois indirects, toutes les personnes, tous les fournisseurs, effectivement, que vous faites justement vivre et travailler. L'intérêt, ça va être quand même de rassurer le client, c'est extrêmement important, mais aussi rassurer vos collaborateurs, que tout le monde se sente en sécurité quand ils viendront dans vos établissements pour, en tout cas dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier de cette vente à emporter. Il est vraiment extrêmement important que la clientèle qui viendra chez vous ou dans les différentes communes où vous vous trouvez puisse avoir cette impression de vie normale, de reprendre un rythme, de reprendre confiance et vraiment de pouvoir bénéficier de vacances ou alors peut-être aussi dans un premier temps, en tout cas, de longs week-ends pour ce qui sera des locaux, puisque dans un premier temps, ça risque effectivement d'être restreint quand même hein, au niveau des déplacements. Mais il faut vraiment leur donner cette impression effectivement d'une vie qui reprend doucement, mais qui reprend naturellement. Positiver, voilà, je pense que c'est vraiment le maître mot hein, qu'il faut avoir. Il faut positiver, il faut savoir saisir les opportunités et bien comprendre que vous faites partie de cette offre globale de destination et que sans votre implication, on aura du mal à reprendre. Voilà, et vous faites partie intégrante de cette reprise, c'est extrêmement important. Au niveau donc de la vente à emporter, nous avons deux notions au niveau de la vente à emporter. On a ce qu'on appelle la vente à emporter directe et le click and collect. Alors, différence très simple, hein, je pense que tout le monde les maîtrise, mais c'est toujours bon à rappeler. La vente à emporter directe, c'est le client qui va passer commande directement sur place, directement chez vous, et qui va repartir avec sa commande. Le click and collect, il va plutôt effectivement faire une commande via, pourquoi pas, votre site internet ou via éventuellement une plateforme intermédiaire, alors plateforme qu'on connaît tous, mais qui ne sont peut-être pas forcément présentes sur l'ensemble de vos communes, comme Uber, Deliveroo, Just Eat. Donc là, effectivement, le seul réel contact que vous avez finalement avec le client, c'est tout simplement qu'il vient chercher sa commande directement chez vous. Au niveau de la réglementation, alors plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, au niveau en tout cas de la nourriture, il n'y a pas de licence de vente à emporter. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que ça vous permet effectivement de vendre vos plats sans avoir à remplir de nouvelles formalités. Donc ça, c'est plutôt tout bénéfice. La seule formalité éventuelle, ce serait la modification de l'objet social qui est sur vos statuts. Si elle ne mentionne pas la vente à emporter, il est conseillé malgré tout de l'ajouter. Sachez simplement qu'actuellement, comme nous sommes en état d'urgence et ce jusqu'au 16 février 2021, toutes ces obligations ne sont pas contrôlées. Voilà, donc jusque-là, on est effectivement sur des souplesses qui sont accordées et on peut faire de la vente à emporter sans forcément faire tout cet administratif. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça ne fonctionnera que jusqu'à la fin de l'état d'urgence le 16 février. Ensuite, si vous voulez continuer la vente à emporter, parce que finalement, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est un bon vecteur et que ça pourrait être complémentaire à votre fonctionnement habituel en salle, il va falloir à ce moment-là, par contre, aller un petit peu plus dans la paperasse, malheureusement, faire les déclarations officielles et, par exemple, au niveau des baux, c'est quelque chose qu'il faudra effectivement venir compléter. Mais là, c'est encore un autre sujet. J'attire toutefois votre attention sur une vente à emporter en particulier qui est la vente sous vide. Si vous avez l'intention de faire une vente à emporter sous vide, là en revanche, la déclaration est obligatoire. La déclaration, elle se fait auprès de la DDPP et je vous ai mis le numéro du CERFA, le 13 984 5, c'est celui qui vous permettra effectivement de faire du sous vide.
Sachez bien évidemment qu'à partir du moment où vous déclarez à la DDPP la mise en place d'un sous-vide, vous êtes forcément assujetti à un contrôle qui ne devrait pas tarder. Voilà, on est vraiment sur ce qu'on appelle avec le sous-vide sur des pratiques à risque. Donc, ils sont extrêmement vigilants à partir du moment où vous désignez ce genre de pratique. À noter également pour le sous-vide que si vous ne faites pas de test de vieillissement, il ne faut pas oublier que la DLC reste à J+3. On n'a pas une DLC à l'infini. La seule manière de valider une DLC plus longue, c'est de faire un test de vieillissement auprès d'un laboratoire. Même chose pour le sous-vide, un petit peu plus compliqué, vous rentrez dans ce qu'on appelle un règlement INCO. Le règlement INCO, il vous impose à noter la DLC sur le produit, à noter les allergènes, à noter la composition exacte du produit et à noter la provenance des viandes. Pour la provenance des viandes, je tiens à attirer votre attention, parce que vous n'êtes peut-être pas encore tous informés à ce sujet-là, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne demandait que l'affichage des viandes bovines. C'était les seules viandes qui étaient obligatoires. Depuis cet été, nous sommes dans l'obligation d'afficher l'ensemble des viandes. Donc même, par exemple, le poulet, que jusqu'à présent, on ne mentionnait pas, ou le magret, maintenant, il va falloir effectivement le porter à la connaissance de la clientèle. Donc voilà la petite parenthèse pour le sous-vide très spécifique, mais voilà, il fallait que je vous en parle parce que ça reste une pratique assez délicate. Au niveau des règles sanitaires, alors bien évidemment, la protection commence par de la prévention, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas un vaccin vraiment défini, ou en tout cas, pour la partie des Français, tant qu'on n'a pas suffisamment confiance aux vaccins qui vont nous être proposés, ou tant que 60% de la population n'est pas immunisée contre la maladie, donc pour information sur les 60%, pour l'instant, nous ne sommes que 11%, semble-t-il, à être immunisés, ben, le virus va continuer à courir. Donc, il va falloir réellement être extrêmement vigilant, s'en préoccuper. Voilà, pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas donner de date de quand tout ça va s'arrêter. Donc, on continue à être vigilant, à valoriser les équipes, c'est important, hein, à leur donner confiance, à rassurer également la clientèle et maintenir voilà, ce niveau de confiance pour la reprise. Donc, comment est-ce qu'on va instaurer ce niveau de confiance? Alors, on va avoir différentes mesures organisationnelles. Je vais vous parler des mesures très générales, des mesures plus techniques, des mesures vraiment par rapport aux clients, mais qu'en général, vous maîtrisez déjà plutôt bien. Et puis, les mesures organisationnelles sanitaires qui sont plus liées finalement à l'HACCP. Donc, au niveau des mesures générales, privilégier la prise de commande par Internet et par téléphone. Alors, il va falloir effectivement essayer de limiter au maximum les commandes en face à face. Si jamais vous décidez de mettre en place des commandes en face à face, on va vous conseiller de séparer les files d'attente. C'est-à-dire que vous aurez une file d'attente pour les personnes qui viennent simplement chercher leur commande et une autre file d'attente pour les personnes qui, elles, vont venir commander. Ça va permettre de fluidifier un petit peu les flux et de limiter les concentrations de personnes au même endroit. Organiser le retrait de la commande en fixant un horaire, donc effectivement pour les personnes qui auraient réservé par Internet ou par téléphone, essayez de leur faire comprendre qu'un horaire est à respecter, là une fois de plus, pour limiter au maximum les attroupements. Informer les clients des conditions de remise de la commande, par exemple, leur dire que quand ils viennent à votre rencontre, il faut obligatoirement qu'ils aient le masque. Leur expliquer aussi, hein, si vous avez justement défini différentes files ou s'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le restaurant, leur définir comment ça se passe. Les informer de privilégier le règlement par CB si ça n'a pas déjà été réglé en amont. Et éventuellement, si vous décidez de refuser les espèces, c'est le genre d'éléments qu'il va falloir leur communiquer. Mais il faut leur offrir dans l'idéal au moins 2 moyens de paiement. Hein. C'est effectivement ce qu'on nous demande, hein, malgré tout, même en temps de pandémie. Respecter la distance minimale entre les personnes. Alors là, c'est votre rôle, c'est-à-dire qu'il faut que vous évitiez les interactions entre les personnes. Quand je parle des personnes, c'est la clientèle comme le personnel. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour le personnel, ça va être d'essayer de définir les rôles pour éviter au maximum les croisements entre eux et les déplacements au sein du restaurant. Donc, définir peut-être une zone d'accueil, une zone de règlement,
une zone où ils vont venir emporter effectivement leur commande, mais essayez à chaque fois voilà, d'avoir quelque chose de très étalé autant que possible pour éviter une fois de plus les contacts. Bien évidemment, s'il n'y a qu'une ou deux personnes, ce sera beaucoup plus simple à gérer que si vous avez une structure où il va falloir 3 ou 4 personnes juste pour la remise des commandes. Acceptation des commandes, adapter le nombre de commandes. N'essayez pas de vouloir trop en faire, même si effectivement, je comprends bien qu'il faut à un moment donné faire du chiffre pour faire vivre aussi l'établissement, mais essayez d'adapter le nombre de commandes par rapport à la capacité de la cuisine, bien évidemment, mais aussi par rapport justement à cette gestion des flux qui va être importante. Il est vraiment indispensable d'éviter les attroupements devant votre établissement. Ça fait partie des choses qui pourraient malheureusement attirer l'attention et éventuellement entraîner une fermeture administrative qui serait vraiment la malvenue en pleine saison. Différencier autant que possible la zone de dépose des produits livrés et la zone pour les produits à emporter. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Dans l'idéal, étaler réellement les différentes missions, toujours pour éviter les croisements. Demander au client de remplir son sac lui-même ou alors lui fournir avec un sac qu'il conservera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de retour client dans votre établissement. Tout ce que vous lui donnez, il le conservera. Donc, à vous de choisir aussi la typologie de fonctionnement que vous souhaitez, notamment si vous êtes sur une phase, par exemple, de développement durable, où là, vous pouvez effectivement inciter le client à venir avec son propre sac pour pouvoir emporter sa commande. Et séparer les activités vente à emporter et cuisine. Alors, j'anticipe un peu, mais comme on dit, il faut être positif. Donc, c'est-à-dire que si éventuellement, vous pouvez réouvrir les salles de restaurant, il faudra essayer de bien identifier la zone de restauration et la zone de vente à emporter qui devra éviter le mélange des flux entre les clients qui sont effectivement à table et les clients qui viendraient pour emporter leur commande. Donc, j'anticipe un petit peu, mais c'est quand même important d'y penser parce qu'à un moment donné, quand ça se déclenchera, et on le sait qu'il nous déclenche les choses un petit peu à la dernière minute, il faudra vraiment se tenir prêt et y avoir pensé pour pouvoir faire face aux deux activités en parallèle. Toujours par rapport à ces contraintes, on a parlé du sac par rapport aux commandes. Il faut que vous pensiez aussi aux contenants alimentaires. Alors, pourquoi il faut y penser? Eh bien, comme on vous l'a dit dans la première partie, effectivement, c'est un réel coût financier, un coût que vous n'aviez peut-être pas jusque-là pour certains l'habitude de gérer. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a eu des évolutions législatives qui ne datent de pas plus tard que de janvier 2020, donc qui sont quand même très récentes, avec l'interdiction des gobelets, des pailles en plastique, des assiettes jetables. Donc, il va falloir trouver des alternatives. Les alternatives les plus simples sont tout simplement d'opter pour des éléments biodégradables, bien évidemment dans un souci de préservation de l'environnement, mais attention, effectivement, tous ces éléments-là ont un surcoût par rapport à ce qu'on avait pu connaître à l'époque, mais qui aujourd'hui, effectivement, sont interdites. Bien évidemment, si vous avez des stocks, vous avez le droit d'écouler vos stocks. Mais en cas de contrôle, il faudra pouvoir leur prouver que ces stocks ont été faits avant l'année 2020. D'accord ? Les mesures techniques. Alors, on va parler un petit peu des cartes. Au niveau des cartes, il va falloir effectivement, tout comme vous l'avez certainement fait lors du premier déconfinement, essayer de privilégier des cartes à usage unique ou sans contact. Donc, en gros, des flyers, par exemple, que les clients vont emporter et qui vont pouvoir garder avec eux toute la semaine. Vous pourriez, par exemple, essayer d'avoir des partenariats justement avec des hébergeurs qui pourraient, dans leur kit d'accueil, venir fournir directement vos flyers pour l'emporter. Vous pouvez également aller vers des moyens plus dématérialisés, plus modernes, comme le QR code, comme par exemple tout simplement avoir une information sur votre propre site internet, et puis le côté plus traditionnel, l'ardoise, l'affichage directement au niveau du restaurant, mais qui du coup ne donne une information qu'à un instant T et qui ne permet pas d'informer le client en amont. Donc c'est bien d'essayer de réfléchir aussi à cette information en amont de la venue du client. Avoir une vraie réflexion sur l'offre, c'est-à-dire que l'offre que vous allez avoir à emporter ne sera pas la même que l'offre que vous aviez au restaurant. Alors, je m'entends, le but n'est pas bien évidemment de refaire l'ensemble de votre carte, mais ça va être de la simplifier, d'essayer de limiter les choix. Par contre, de le faire varier de jour en jour.
un petit peu comme quelqu'un qui travaillerait à l'ardoise avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, et qui du coup, c'est aussi la mise en avant de produits frais, de produits peut-être locaux, de produits faits maison, et qui vous permettront de vous démarquer aussi de votre concurrence, parce que on a des restaurants qui certainement ne réouvriront pas, on en a d'autres qui vont ouvrir avec peut-être une force de frappe assez importante. Et puis, avec des cartes immenses pour se disant, je vais laisser beaucoup de choix à mon client, comme ça, je suis sûre qu'il viendra chez moi, qu'il trouvera son bonheur. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse sur la vente à emporter. N'oubliez pas qu'en plus, au niveau de la cuisine, vous devriez être moins nombreux que les brigades que vous aviez peut-être l'habitude d'avoir. Donc, il va falloir l'adapter là aussi. Et revoir les tarifs à la baisse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le même tarif à la carte quand vous aviez un service au restaurant que sur une carte à emporter. Les quelques études qui ont été faites montrent bien que les personnes qui avaient fait de l'emporter avec les mêmes tarifs que leur carte habituelle, ça n'avait pas fonctionné. D'accord? Donc, vraiment, pensez à ça. Et les tableaux, d'ailleurs, je pense que Gilles vous a préparés, vous permettront aussi d'évaluer un petit peu ces différences que vous pouvez vous permettre d'avoir. Toujours au niveau de la carte, au niveau des plats que vous allez proposer, évitez les produits trop fragiles, comme certains poissons, comme les risottos. Je pense par exemple en montagne au creuset. Ça fait partie peut-être effectivement des éléments qui sont un petit peu difficiles à conserver pour être mangés une demi-heure ou 1 heure après, qui vont forcément perdre en qualité gustative et donc qu'on va essayer d'éviter. Donc, ayez cette réflexion-là par rapport aux produits que vous avez l'habitude de servir. Quels sont ceux, effectivement, qui tiendront sur une vente à emporter, c'est-à-dire le client vient chez moi, je lui donne les aliments, il va mettre 10 minutes, un quart d'heure pour retourner chez lui, il va encore discuter pendant 10 minutes et un quart d'heure avant de manger. Donc, en gros, un produit qui peut être mangé dans la demi-heure après avoir été récupéré chez vous. Attention également, envisagez ça sur votre carte, à la surreprésentation de certaines spécialités de montagne. Il va falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, se démarquer de la concurrence. Je pense effectivement qu'il y a certains produits phares qu'il va falloir bien évidemment maintenir, notamment vos spécialités. Mais à un moment donné, faites aussi attention à ce que fait la concurrence et à ne pas être en surabondance d'un même élément parce que vous ne retrouverez pas votre clientèle. Nouveau mode de consommation qui devrait également se mettre en place, ce sont les fameux paniers pique-nique qui devraient être, je pense en tout cas, prendre un certain essor cette année, notamment bien évidemment pour être mangé directement sur les pistes. Donc je pense qu'il faut que vous ayez également une réflexion sur les paniers pique-nique, et quand je parle de panier pique-nique, ce n'est pas forcément le paquet de chips et le sandwich. Il faut peut-être aller voir un petit peu plus loin et proposer quelque chose de plus qualitatif qui corresponde bien évidemment là encore à la carte que vous proposez habituellement pour finalement pouvoir leur faire varier effectivement cette notion de pique-nique. Pourquoi pas avoir un flyer qui va leur proposer, si, en général ils sont là pour 1 semaine, leur proposer 7 paniers pique-nique différents pour la semaine pour qu'ils puissent effectivement le varier et pourquoi pas changer tous les jours s'ils en ont envie. Toujours par rapport à ces fameuses cartes, n'oubliez pas la mention des allergènes qui, même sur la vente à emporter, reste bien évidemment obligatoire. Donc là, vous avez différentes possibilités effectivement pour les mettre en avant, ces allergènes. Le premier, c'est tout simplement, pourquoi pas, des mettre sur votre site internet. Il faut simplement qu'on ait un affichage au restaurant qui dise où les allergènes sont disponibles, ou alors effectivement avoir l'information directement au restaurant. Mais là, attention, avec la Covid, si c'est sous un format livré, il faudra éviter de donner le livret au client et plutôt l'ouvrir avec lui et le checker avec lui. Si vraiment vous lui remettez un livret, ça veut dire que derrière, je dois forcément avoir une décontamination de la carte de manière systématique. Donc, peut-être un petit peu plus de travail que si c'était affiché effectivement clairement quelque part. Au niveau du retrait des commandes, alors au niveau de votre organisation, toujours pareil, il va falloir essayer de respecter cette fameuse distanciation. Donc, pourquoi pas par la pose d'un plexi? Mais pensez tout simplement, et alors là malheureusement c'est l'expérience qui vous parle, pensez simplement à faire un passage suffisant pour faire passer la commande. Donc veillez bien à ce qu'il soit notamment suffisamment assez haut
pour que les contenants que vous allez acheter puissent effectivement passer par là, parce que sinon c'est un petit peu dommage. Vous pouvez également installer une table de livraison. Alors en général, 1 mètre, 1,50 m suffit largement. Faites attention à ce que la table que vous allez mettre en place soit facilement nettoyable, hein, pour que vous puissiez montrer aussi aux clients que de manière très régulière, vous venez passer un petit coup de désinfectant. Et puis surtout, au plus près d'une ouverture, pour vous faciliter le travail, n'allez pas mettre la table à 5 mètres de la porte du restaurant, puisque c'est par là que vont vous arriver les commandes. Donc, essayez toujours d'être au plus près, effectivement, d'une porte ou d'une fenêtre par laquelle les éléments pourront vous être communiqués. Vous pouvez également mettre en place un balisage du parcours entre le restaurant et la zone de remise de commande, notamment si la zone de remise de commande est à l'intérieur du restaurant, où il va falloir là mettre en place un plan de circulation. Alors, plan de circulation qui devrait quand même être beaucoup plus simple à mettre en place, malheureusement, parce que justement, en ce moment, les salles sont fermées, donc on a beaucoup plus d'espace pour pouvoir se permettre un plan de circulation efficace. Et également ouvrir une caisse comptoir pour, pourquoi pas, éviter aux clients de venir jusque dans le restaurant pour pouvoir l'encaisser. Les mesures clients, alors mesures basiques, hein, que vous connaissez déjà, la distanciation physique avec grand minimum 1 mètre d'écart entre chaque personne. Envisagez, si vous faites effectivement une remise de vente à emporter à l'extérieur, envisagez à mettre quand même alors je ne vais pas vous dire un marquage au sol, avec la neige, vous allez me dire c'est ridicule, ça ne va pas marcher. Mettez des plots ou des petits repères comme ça pour que les gens puissent effectivement garder leur distance de manière raisonnable. Définir également la capacité d'accueil. Je vous rappelle que vous avez l'obligation d'afficher à l'entrée du restaurant le nombre de personnes maximales qui peut entrer dans le restaurant. Mais je vous rappelle également que vous devez le faire respecter. C'est-à-dire que si vous avez mis que vous pouviez accueillir 10 personnes en même temps, il ne s'agit pas d'en faire entrer une vingtaine parce que dehors, il neige. Malheureusement, on va être obligé de le respecter au maximum. Le gel hydroalcoolique, bien évidemment, pour la clientèle, il faut qu'ils puissent se laver les mains, je dirais, avant même d'entrer dans le restaurant. Hein. Dès la porte d'entrée, il faut qu'ils puissent avoir le gel. Et bien évidemment, le port du masque obligatoire, que ce soit pour les clients effectivement ou pour le personnel. Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements également, hein, n'oubliez pas. Et on verra tout à l'heure, mais par exemple, tout ce qui va être visière, hein, les fameuses visières transparentes que certains peuvent avoir, ça ne convient pas, ça ne fonctionne pas. Il faut obligatoirement un masque, mais on le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà pour les mesures clients. Et puis maintenant, on va entrer aux mesures sanitaires. Alors, pour la plupart des mesures sanitaires, on va quand même commencer par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, par rapport aux informations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, on nous indique qu'effectivement, la Covid ne peut pas se transmettre par les aliments. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Le point un petit peu moins gai, c'est qu'en revanche, un employé qui ne suivrait pas correctement les mesures d'hygiène pourrait, lui, déposer de la Covid directement dans la nourriture qu'il manipule. Et c'est là réellement qu'est le risque, effectivement, d'infection. Il peut aussi y avoir, du coup, une persistance sur des aliments crus. Si on a eu une mauvaise manipulation, qu'on fait, je ne sais pas moi, qu'on fait un tartare et que je dépose effectivement des microbes sur mon tartare, c'est un virus. Un virus ne va pas forcément être détruit comme certains microbes qu'on a l'habitude de lutter. Donc, malheureusement, effectivement, on pourrait là aussi communiquer des particules de virus dans ces aliments. En gros, il n'y a qu'une solution pour espérer détruire la Covid en cuisine, si jamais par malheur on venait en disséminer, c'est par la cuisson. Et on estime que, alors habituellement, on parle d'une température de plus 63 degrés en restauration pour éliminer les microbes. Pour la Covid, on est plus sur une température à plus 70 degrés. Donc, vous imaginez bien que pour certains des produits que vous allez servir, atteindre ces 70 degrés pourrait dénaturer aussi le produit que vous allez servir. Donc, soyez extrêmement vigilants là-dessus. La friture, bien évidemment, une fois que ça passe en friture, il n'y a plus aucun risque. Pour ce qui est en revanche de la congélation, comme tous les microbes, en fait, le virus est résistant à la congélation. Il peut survivre jusqu'à
2 ans minimum dans un produit congelé. C'est-à-dire que dès que vous allez le décongeler, il va recommencer effectivement à vivre, à essayer de se développer et donc à essayer de se trouver une cellule hôte. Voilà. Donc, soyez extrêmement vigilants là-dessus. Soyez en fait très strict au niveau de la cuisine. Hein. C'est extrêmement important. Au niveau des comportements préventifs, alors on va passer rapidement là-dessus, hein, c'est le socle des gestes barrières. Bien se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser de préférence des mouchoirs bien évidemment jetables, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main, ne pas se faire d'accolade. Alors, restez chez vous, je l'ai mis en rouge, fort heureusement, on n'en sera plus là, en tout cas je l'espère le plus rapidement possible. Et puis pour les masques, ça reste effectivement, hein, contrairement à ce qu'on avait pu nous laisser entendre la première fois, ça reste effectivement l'un des vecteurs les plus importants pour se protéger effectivement des gestes barrières. Donc, si on prend la configuration de la cuisine, vous devez faire extrêmement attention à respecter les distances. Alors, vous voyez sur le schéma, les petits bonhommes en vert sont plutôt bien positionnés, ils ne risquent pas de se contaminer les uns les autres. Les petits bonhommes en rouge, eux, malheureusement, sont côte à côte, à moins d'1 mètre. Et là, effectivement, on est sur ce qu'on appelle une zone à risque. Pourquoi ? Parce que même si vous avez effectivement, n'oubliez pas les équipements individuels de protection, donc les équipements habituels, hein, veste, pantalon, chaussures, n'oubliez pas la charlotte, même si je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément et ont tendance un petit peu à l'oublier, mais la charlotte fait quand même partie des éléments importants de protection. Et puis, bien évidemment, le masque, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut quand même conserver la distanciation physique, même au sein des cuisines. Le lavage des mains. Alors, le lavage des mains, ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Et malheureusement, par rapport au nombre d'audits que je suis amenée à faire dans les établissements, donc plus d'1 centaine par an, je vois encore plein de cuisiniers qui ne savent pas se laver les mains, qui ne le font pas correctement. Et effectivement, vous voyez toutes les zones en jaune hein, qui apparaissent, le bout des doigts, les pouces, entre les doigts, sont des zones qui sont fréquemment oubliées. Donc là, ça marche comme pour les microbes comme pour les virus. On est effectivement sur un vecteur de contamination extrêmement important. Donc, je vous conseille fortement de remettre en place, si ça n'est pas déjà le cas, un affichage qui va rappeler à l'ensemble du personnel comment est-ce que je me lave correctement les mains. Voilà. N'oubliez pas que d'un point de vue organisation, vous devez avoir un robinet avec une commande non manuelle, ça c'est extrêmement important, donc à genoux, au pied, par détecteur, peu importe, mais certainement pas à la main. D'avoir effectivement un gel antibactérien, d'avoir également du papier à usage unique, pas de sèche-main électrique et pas de serviette qui pourrait être utilisée par plusieurs personnes. À côté, vous devez également avoir une poubelle à commande au pied, toujours, hein, pour pouvoir commander au pied, ne jamais toucher la poubelle et pouvoir jeter le papier à ce moment-là dans la poubelle. Donc, je pense que ça fait vraiment partie des affichages que vous devez rappeler et mettre en place au niveau de la cuisine et si vous avez la chance d'avoir des vestiaires, également au niveau des vestiaires. Pour le gel hydroalcoolique en cuisine, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très efficace, le gel hydroalcoolique en cuisine, tout simplement parce que le gel hydroalcoolique, c'est un désinfectant. Par contre, ça ne nettoie pas. Donc, en cuisine, par exemple, on a souvent les mains grasses. Ça ne sera pas suffisant pour se nettoyer les mains. Donc, vraiment, on vous conseille de mettre en place plutôt le vrai lavage des mains, tel qu'on a toujours eu l'habitude de le faire, hein, tout simplement. Autre problème du gel hydroalcoolique en cuisine, c'est que c'est avant tout de l'alcool. Et que on a eu pas mal de cas effectivement dans les cuisines de brûlures hein, au niveau des mains de personnes qui travaillaient au poste chaud et qui se sont retrouvées avec des cloques assez impressionnantes dues à des brûlures à cause de l'alcool. Donc restez à l'ancienne, j'ai envie de dire, ne changez rien, continuez à utiliser de l'eau et du savon, c'est ce qu'il y a effectivement de plus efficace. Pour ce qui est du port des gants, alors moi, j'ai envie de vous dire que le port des gants, c'est quelque chose qu'il faut que vous essayiez d'éviter. Comme je viens de vous le dire, le plus important, c'est de se laver les mains de manière régulière. Et ça remplace tous les ports de gants.
Les gants, le problème, c'est que ça donne un faux sentiment de propreté. C'est que justement, on ne sent plus quand on a les mains sales. Si par exemple, c'est un peu gras ou autre, on ne va plus forcément aussi bien le sentir que si on n'avait pas les gants. Et on va parfois omettre de se laver les mains parce qu'on a l'impression que les gants, finalement, ça nous protège de tout et n'importe quoi. Par exemple, dans des snacks, il est très souvent, on voit très souvent des gens en train de faire des sandwichs avec des gants. Vous encaissez de l'argent liquide, toujours avec ces mêmes gants, et retournez faire le sandwich suivant, toujours avec les mêmes gants. Donc, autant vous dire que là, les gants sont passés par tous les états possibles et imaginables. Donc, vraiment, les gants, c'est un faux ami. Je vous conseille vraiment là encore, de déclencher un lavage des mains le plus récurrent possible. Par exemple, moi, j'ai pas mal de mes clients qui ont mis en place un minuteur et le minuteur sonne toutes les 30 minutes et toutes les 30 minutes, ils savent qu'ils doivent à minima à ce moment-là se laver les mains. Le port du masque, donc comme je vous le disais au niveau du port du masque, c'est essentiel. Il faut savoir qu'on se touche le visage à peu près 23 fois par heure sans même s'en rendre compte. Donc n'oubliez pas que la contamination par rapport à la Covid peut se faire par la bouche, par le nez, mais aussi par les yeux. D'accord? Donc soyez extrêmement attentifs à ça. Il ne lui faut pas grand-chose pour effectivement réussir à rentrer dans l'organisme, se trouver une petite cellule et déclencher la maladie. Toutefois, le port du masque n'empêche pas les gestes barrières. Donc, faites attention à respecter l'ensemble des gestes barrières. J'ai envie de dire que le port du masque, c'est le dernier élément à mettre en place. C'est-à-dire que vous devez d'abord penser à tout le reste. D'un point de vue organisation, comment est-ce que j'organise ma cuisine ou mes espaces de remise de livraison pour toujours garder au maximum les distances? Et le masque ne vient finalement qu'en complément à la fin, d'accord? Mais pensez toujours d'abord à l'organisation spatiale que vous allez mettre en place. C'est extrêmement important de se dire que le port du masque n'est quand même pas la solution à tout, même si bien évidemment, elle nous évite énormément de problématiques. Le port de la visière, donc là vous avez deux sortes de visières, celle que par exemple que j'ai mise en photo, et puis vous avez les petites visières avec une petite protection au niveau du menton, qui sont transparentes également, très discrètes. Je ne sais pas si vous regardez Le Meilleur Pâtissier, par exemple, ils l'ont dans Le Meilleur Pâtissier. Ça fait partie effectivement des éléments, des faux amis encore comme les gants, c'est-à-dire que ça ne se substitue absolument pas au port du masque. Ça n'est pas suffisamment efficace. C'est tout simplement visible, ça n'est pas suffisamment hermétique pour empêcher soit le virus d'entrer, soit le virus de se déposer effectivement dans l'environnement, que ce soit sur les aliments ou dans l'environnement tout simplement matériel. Donc, le port des visières est à proscrire effectivement en cuisine. Après, si vous voulez mettre le masque et la visière, libre à vous, mais déjà le masque, c'est compliqué. Alors, si en plus on vient de cumuler, c'est difficile. Donc, je vous conseille vivement, effectivement, de ne mettre que le masque. Même si vous êtes seul en cuisine, d'ailleurs, c'est souvent une question qu'on a. Même si vous travaillez seul en cuisine, il est important de mettre le masque pour ne pas contaminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nourriture de votre clientèle. Et dernier point extrêmement important au niveau de la vente emportée, mais vous voyez qu'il fonctionne finalement aussi très bien quand vous êtes sur une cuisine traditionnelle, c'est le nettoyage et désinfection. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que ce que vous faites, vous le faites mal, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire qu'il va falloir le faire par contre avec plus de minutie et surtout avec plus de récurrence. Ça, c'est extrêmement important. Il va falloir penser aux moindres détails. Il y a des petites choses parfois auxquelles on pense pas, qu'on pense pas forcément à nettoyer. Et là, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Donc, comment tout simplement est-ce que je nettoie correctement? Je nettoie correctement en mettant en place ce qu'on appelle le tact. Alors, le tact, c'est quoi? C'est d'abord, je pense à l'application chimique de mon produit. Il va falloir tout simplement utiliser le bon produit à la bonne concentration, au bon endroit. C'est aussi simple que ça. L'action mécanique, contrairement à ce que nous prétendent les pubs télé, la saleté, elle ne part pas juste par magie. Non, à un moment donné, l'action mécanique, il va falloir frotter. Alors, frotter avec un chiffon, frotter avec un balai, une brosse, pourquoi pas par une machine avec un nettoyage haute pression. Mais effectivement, à un moment donné, cette action mécanique, elle est essentielle. La température, il suffit tout simplement de se référer au produit de nettoyage que vous avez et de vérifier sur l'étiquette à quelle température doit être utilisé le produit.
Alors, vérifiez, par exemple, si c'est un produit qui doit être utilisé à 5 degrés, vous pouvez l'éliminer. Vous n'aurez pas forcément une eau à 5 degrés pour le nettoyage. S'il vous faut une eau à 50 degrés, pareil, éliminez-le. Ça ne va pas être un produit efficace en cuisine. En cuisine, pour qu'un produit de nettoyage soit efficace, en général, on est sur des températures entre 15 et 30 degrés maximum. Si le produit ne peut pas agir dans ces températures-là, ça veut dire que c'est un produit qui ne convient pas à la cuisine. Et le dernier point, c'est le temps d'action. Donc, c'est bien beau d'utiliser le bon produit, de frotter, de l'utiliser à la bonne température. Par contre, il va aussi falloir le laisser poser le temps nécessaire. C'est-à-dire que, toujours pareil, sur l'étiquette, c'est tout simplement marqué, est-ce que je dois laisser agir 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure? Si c'est un produit qui doit agir pendant une demi-heure, ce n'est pas la peine, pareil, je vous déconseille fortement de le prendre. Tout simplement parce que quand vous allez fermer, que vous allez commencer à faire votre nettoyage, vous n'avez qu'une envie, et c'est humain, c'est de rentrer chez vous. Si vous devez attendre une demi-heure que le produit agisse pour finir votre nettoyage, soyons honnêtes, vous n'attendrez pas une demi-heure. Donc, l'idéal, ce sont des produits qui sont capables d'agir entre 5 et 10 minutes. Alors, bien évidemment, je vous rassure, et je pense que pour la plupart, c'est déjà les produits que vous avez, hein, mais en cuisine, effectivement, nous avons des produits qui sont tout à fait capables de relier toutes ces informations-là. Donc, soyez extrêmement vigilants à ça. Un bon nettoyage, une bonne désinfection nous permettra d'éviter beaucoup de problèmes. L'avantage également que nous avons au niveau des produits en cuisine, c'est qu'ils sont nettoyants et désinfectants en même temps. Soyez très vigilants à ça. Hein. Nettoyer et désinfecter sont deux étapes différentes. Si on utilise les bons produits, effectivement, à ce moment-là, on n'en utilise qu'un seul. Et ça, c'est un vrai gain de temps quand même. Un gain de temps, un gain d'énergie et puis, sans banderie, un gain financier. Parce qu'effectivement, à l'achat, ils sont peut-être un petit peu plus chers, mais c'est toujours moins cher que d'acheter deux produits séparément. Alors, quand je vous dis utiliser les bons produits, ça veut dire quoi? Alors, attention, on est encore en train d'étudier le SARS-CoV-2. Hein, le SARS-CoV-2, pardon, c'est le coronavirus tel qu'on le connaît actuellement. Tous les tests au niveau des produits d'entretien n'ont pas encore été réalisés sur notre SARS-CoV-2. En revanche, ils ont été réalisés sur des virus équivalents, comme par exemple ce qu'on appelle le SARS-CoV-1, qui avait été justement au début des années 2000, dont on avait beaucoup parlé avec des commandes de masse qui n'avaient à l'époque servi à rien et qu'on aurait bien voulu avoir cette année par contre. Donc, à prendre quand même avec précaution, mais on est quand même assez sûr des résultats. Donc, au niveau de la désinfection, vous pouvez, par exemple, utiliser des produits comme de l'eau de Javel, comme de l'alcool ou le chlore. Ce sont des produits qui, effectivement, sont efficaces. Il va falloir également que vous mettiez en place des protocoles efficaces, donc notamment un protocole en cas de Covid-19 détecté. C'est-à-dire que si je me rends compte que j'ai un cas de Covid dans mon établissement, qu'est-ce que je fais et quels sont les produits que j'utilise? Et alors là, il y a un produit, j'ai envie de dire, entre guillemets, miracle, qui peut coûter un petit peu cher. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément l'utiliser de manière systématique, mais on va vraiment l'utiliser en cas de suspicion ou en cas de Covid avéré. C'est un produit qui porte la norme NF-EN 14476, mai de juillet 2019. Alors, pourquoi mai de juillet 2019? Parce qu'on a un NF-EN 14476 qui date d'avant juillet 2019 et celui-ci n'a pas été testé sur les coronavirus. Le seul qui a été testé sur les coronavirus, c'est celui de juillet 2019. Donc, je ne sais pas si vous avez fait partie de ces gens-là. Moi, j'en ai fait partie, je l'avoue, au tout début. On avait entendu parler du Sanitol qui portait cette fameuse norme. Donc, on s'était tous rués sur le Sanitol. Il y avait eu des ruptures de stock impressionnantes. Et bizarrement, Sanitol n'avait jamais communiqué sur sa compétence à éliminer le virus. Et effectivement, puisque cette norme datait d'avant juillet 2019, donc ils se sont bien tenus de nous le dire, mais par contre, ils ne sont pas fait la promo non plus. Voilà. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faut vraiment vérifier et même avec vos fournisseurs, quand ils vous disent oui, oui, il a la norme, dites-lui oui, mais moi, je veux la norme de juillet 2019 parce que par expérience, on nous a déjà dit oui, oui, hein, avec des personnes avec qui je travaille et finalement, ce n'était pas du tout le bon produit, ce n'était pas du tout la bonne norme. Hein. Donc, soyez extrêmement vigilants avec vos fournisseurs là-dessus. Voilà, simplement utilisez-le uniquement vraiment, par exemple, une fois par semaine
ou alors vraiment en cas avéré. Ne l'utilisez pas non plus tous les jours, parce que le risque de l'utiliser tous les jours, ce serait justement que le virus finisse par s'y habituer et que du coup, on n'ait plus de produit efficace contre lui. Donc, à utiliser avec parcimonie malgré tout. Toujours pour ce qui est des bons produits, ne pas confondre détergent et désinfectant. Donc, je vous rappelle, le détergent, il a une action de désinfection. Propreté visuelle, oui, mais pas microbiologique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas éliminer le microbe et ça ne va pas éliminer les virus. On a ensuite le désinfectant. Lui, c'est le contraire. Il va nous éliminer 99% des virus et des microbes. En revanche, il ne va pas permettre de nettoyer. OK ? Donc, c'est pour ça qu'il est effectivement important d'avoir un détergent et un désinfectant. Donc, une seule utilisation, on obtient une propreté visuelle, mais aussi une propreté microbiologique. Et n'oubliez pas que la propreté microbiologique, c'est celle justement pour laquelle on est en train d'essayer de se battre en ce moment. C'est que justement, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Et c'est bien ça qui nous pose autant de problèmes à l'heure actuelle. Voilà. Alors attention, je ne dis pas bien évidemment que le problème est uniquement dans les restaurants, mon Dieu, loin de là. Mais malheureusement, effectivement, ça fait partie des éléments que l'on se doit de maîtriser au maximum. Petit focus, ils doivent être validés avant utilisation, tous ces produits que vous utilisez. Donc, comme je vous le disais, faites attention au temps d'action, faites attention à la température et faites attention à sa norme. Ils doivent être utilisés conformément à ce qui est noté sur l'étiquette. Si c'est noté, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas la peine de le laisser poser moins longtemps, ce ne sera pas efficace. Et si vous le laissez poser plus longtemps, ça peut même avoir une incidence sur la qualité des matériaux sur lesquels vous aurez posé le produit. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de le laisser poser une demi-heure si on vous a dit que 5 minutes, ça suffisait. Il faut bien comprendre les informations liées à la sécurité. Et là, je vous invite à vous rapprocher de vos fournisseurs. Vos fournisseurs sont dans l'obligation de vous fournir des fiches de sécurité sur l'utilisation des produits. Et notamment, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire si je me mets du produit dans l'œil ou si j'en ai ingéré par accident. Et ces fiches-là doivent obligatoirement vous être fournies par les fournisseurs. Le produit est laissé dans le contenant d'origine ou flacon identifié. On a tous entendu malheureusement parler de cas d'intoxication, voire même parfois plus grave, de produits qui ont été laissés par exemple dans des carafes d'eau, puis servis aux clients, voire même malheureusement on avait entendu dans un biberon. Et là, effectivement, les conséquences peuvent être assez dramatiques. Ne pas mélanger les produits entre eux, ça reste des produits chimiques, on ne sait jamais quelles sont les réactions qu'ils peuvent avoir. Alors, au pire, ça peut être effectivement des réactions d'explosion, ce qui est malheureusement déjà arrivé dans des restaurants. Et puis, ça peut être aussi des dégagements gazeux, notamment par rapport au chlore, qui pourraient venir du coup vous intoxiquer. Ne jamais verser les restes d'un flacon dans le contenant d'origine, on a un risque de contamination. Et si l'utilisation d'un produit allongé, on ne va jamais le conserver plus de 24 heures. Dès que j'allonge un produit, avec le temps, il va perdre effectivement en fonctionnalité. Et donc, voilà, c'est vraiment un… J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de réelles études qui ont été faites. Donc, on ne peut pas donner de délai plus large. Donc, c'est pour ça qu'ils sont vraiment partis sur un délai très court de 24 heures. Pour jeter le produit. Donc, ce n'est pas la peine de préparer des bidons et des bidons à l'avance. Préparer tout simplement au jour le jour, ce sera beaucoup plus efficace. Et bien évidemment, je passe rapidement, mais faites attention également à vos outils de nettoyage. C'est dommage de mettre en place tout ce nettoyage et de ne pas avoir des éléments de nettoyage qui soient propres et en bon état. Tous ces éléments qui sont quand même très basiques, j'ai envie de dire, tout ça, ça reste effectivement quand même du bon sens, notamment en cuisine. Vous avez également l'importance de la traçabilité. Et alors, la traçabilité, ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est le suivi, par exemple, et le contrôle des livraisons. Donc, n'oubliez pas l'état, la quantité, les dates, DLC ou DLUO à vérifier, et les températures des produits. Le respect des températures de stockage dans vos enceintes. N'oubliez pas que vous devez faire normalement 2 relevés de température par jour pour vérifier que vos enceintes sont à bonne température. Alors, d'autant plus pour la vente à emporter, suivre tous les refroidissements. N'oubliez pas que normalement, un bon refroidissement, ça se fait en cellules de refroidissement. Sinon, on essaye vraiment plutôt de faire du fait minute. Un bon refroidissement, c'est quoi? C'est un refroidissement, on va dire, d'une température supérieure à 63 degrés à une température en dessous de 10 degrés en moins de 2 heures. Si votre refroidissement se fait en plus de 2 heures, à ce moment-là, vous êtes censé jeter, éliminer le produit.
Vous avez ensuite ce qu'on appelle le suivi des remises en température, que vous connaissez bien aussi, hein, par exemple, notamment pour vos sauces, par exemple, que vous pourriez mettre en bain-marie. Les remises en température doivent se faire en maximum 1 heure, c'est-à-dire qu'on va être plutôt là sur des températures à 2 ou 3 degrés, puisque c'est censé sortir de vos enceintes réfrigérées, et vous avez 1 heure pour les monter à plus de 63 degrés. Vous avez bien évidemment le maintien au chaud, et ça risque effectivement d'être peut-être une pratique qui va augmenter hein, au sein de vos cuisines par rapport aux produits que vous êtes susceptibles de sélectionner pour la vente à emporter. Maintien au chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les produits doivent rester à une température supérieure une nouvelle fois à 63 degrés. Vous devez également contrôler les huiles, suivre le plan de nettoyage et par rapport à la Covid, ce qui va être important sur le plan de nettoyage, c'est qu'il soit écrit. Ça, c'est extrêmement. Alors déjà, ça, c'est une première norme HACCP. Tout le monde ne le fait pas, mais avec la Covid, c'est essentiel. Donc, un plan écrit qui dit exactement tout ce que je dois nettoyer. Et à quelle récurrence? Est-ce que je le fais tous les jours? Est-ce que je le fais à chaque service, à chaque utilisation, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres? Ça doit être clairement écrit. Et avec la Covid, on est sur une signature pour confirmer que le plan a été suivi tous les jours. En temps normal, une signature semaine de contrôle pourrait suffire. Avec la Covid, on est obligé d'avoir un document que l'on va signer effectivement tous les jours. Alors, très bête, hein, moi j'ai des personnes qui ont pris un grand calendrier, vous savez, les grands calendriers format A3, et qui tous les jours viennent faire une petite signature sur leur calendrier. Et à côté de ça, ils ont leur plan de nettoyage qui est effectivement écrit. Et au niveau des livraisons, faites très attention, vous devez respecter la chaîne de température. Si vous livrez du chaud, ça doit rester chaud. Si vous livrez du froid, ça doit rester froid. Sachez par contre, alors on n'a pas fait de cours sur la microbiologie, mais sachez qu'au niveau de la microbiologie ou des virus, ils ont une capacité à se multiplier en général toutes les 20 minutes, surtout pour les microbes, hein, ça marche surtout pour les microbes. Donc vous avez une tolérance de rupture de la chaîne du froid ou du chaud pendant 20 minutes, mais pas au-delà. Ça veut dire que dans l'idéal, si vous veniez effectivement à mettre en place vous-même de la livraison et non plus simplement de la vente à emporter, il faudrait vraiment que ces livraisons se fassent grand maximum dans les 20 minutes au départ du restaurant. Après, j'ai envie de dire que ce que fait le client chez lui du produit, malheureusement, ça ne vous regarde plus. Une fois qu'il est livré, il est livré. Une fois qu'il est emporté, il est emporté. Ça n'est plus de votre responsabilité. Nous allons, après tous ces points réglementaires et sanitaires, aborder un petit peu la TVA. Alors la TVA, vous verrez, j'ai essayé de vous simplifier les choses au maximum parce que la TVA, c'est quand même quelque chose d'assez tordu. Le titre est simple, le contenu l'est beaucoup moins en fait. Mais Dominique vous enverra effectivement un document un petit peu plus détaillé hein, sur la TVA et vous pourrez venir vous y référer. Mais on va en tout cas voir l'essentiel à présent. Donc, au niveau de la TVA, ce qu'il faut comprendre, c'est que la TVA n'est pas définie par type de vente. Elle est définie par type de produit alimentaire. Alors, on a deux gammes de produits. Le premier, c'est le produit consommable immédiatement. Par exemple, kebab, quiche, pizza, burger font partie effectivement des consommables immédiats. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les consommations différées. Alors, plus précisément, ce sont les produits qui vont être conditionnés dans des contenants permettant leur conservation. Quels sont les taux de TVA? Pour la consommation immédiate, c'est ce qu'on appelle un taux intermédiaire, on va être à 10%. Pour les consommations différées, c'est ce qu'on appelle un taux réduit et vous serez alors à 5,5%. Donc, ce sont vraiment les deux grands taux sur lesquels vous allez effectivement être susceptible de jongler. Qu'est-ce qu'on appelle par exemple une consommation différée? Le paquet de chips, le yaourt font partie de ces fameuses consommations différées. Les viennoiseries, les pâtisseries, les produits de boulangerie font partie, quel que soit d'ailleurs leur conditionnement, en ce qui les concerne, d'une consommation différée. Mais ce serait trop simple. Bien évidemment, il a fallu qu'ils nous mettent encore des particularités. Au niveau des particularités, par exemple, j'ai pris l'exemple très facile à comprendre finalement du plateau de fruits de mer. Le plateau de fruits de mer, si les coquillages sont déjà ouverts, on est sur une consommation immédiate, donc TVA à 10%. Si vous êtes sur des coquillages non ouverts, ils appellent ça de la consommation différée. Et là, on passe à une TVA de 5,5%.
Par ailleurs, d'autres produits alimentaires, bien que similaires, sont différenciés. Donc, par exemple, pour les taux de TVA pour les plats importés ou à livrer, on est à 5,5 comme je vous l'avais dit. Mais effectivement, pour tout ce qui va être pizza, quiche, sandwich, les sushis, par exemple, eux sont sur une TVA de 10%. Alors que, effectivement, ils auraient pu, par définition, passer sur une TVA à 5,5. Donc, ces particularités vous seront communiquées, bien évidemment, sous un format tableau pour que vous puissiez vous y retrouver et voir un petit peu dans quelle case vous allez devoir cocher. TVA beaucoup plus simple pour le coup, hein, même si on a une TVA en plus, c'est la TVA des boissons à emporter. Pour ce qui est des boissons, bon, on a l'eau qui va être à 5,5. Toutes les boissons non alcoolisées, alors attention, différence sur les boissons non alcoolisées. J'ai 2 TVA possibles, mais c'est exactement le même principe que ce que l'on vient de voir pour l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on va être sur du 5,5 pour toutes les boissons servies dans des contenants qui peuvent être conservés, les bouteilles, les briques, les canettes qu'on ne va pas forcément ouvrir de manière immédiate, elles vont être à 5,5. On va passer à 10% sur les boissons non alcoolisées, mais qui ne peuvent pas être conservées, celles qui vont être servies dans des gobelets, par exemple, ou dans des verres en plastique. Là, on va être sur du 10% de TVA. Et bien évidemment, pour les boissons alcoolisées, là, rien ne change. On est toujours sur un taux à 20%. Donc, 3 TVA différentes, mais qui sont quand même déjà plus claires. Hein. Dans la définition, on n'a pas d'exception au niveau des boissons, donc assez facile pour le coup à définir. Petit focus quand même sur la vente d'alcool. Alors, pendant l'état d'urgence, et j'insiste hein, toujours pendant l'état d'urgence, donc je vous rappelle jusqu'en février, hein, les démarches ont été simplifiées. Tout ce que vous devez avoir pour effectivement pouvoir vendre des boissons alcoolisées à emporter, c'est l'une des licences qui sont citées juste en dessous et avoir suivi la formation sur le permis d'exploitation. À partir de ce moment-là, vous avez l'autorisation effectivement de vendre des alcools. Attention, jusqu'en février. Si l'état d'urgence n'est pas prolongé, il faudra à tout prix arrêter la vente des alcools parce que pour l'alcool, vous avez effectivement des licences à emporter qui sont obligatoires. Petit rappel peut-être pour le groupe 1, on est sur effectivement essentiellement les boissons sans alcool ou alors avec des taux alcooliques inférieurs à 1,2 degré. Il n'y a pas de groupe 2. Voilà, on passe directement au groupe 3. Le groupe 3, ça va être plus pour les boissons fermentées, les vins, les bières, les jus de fruits, les jus de fruits ou les jus de légumes fermentés. Pour le groupe 4, tout ce qui va être rhum, tout ce qui va être à base de sucre, avec des taux de sucre quand même assez élevés, vont rentrer effectivement dans ces zones-là. Les cidres, les vins, ce genre de choses. Et puis, dans le 5, vous avez tout le reste, toutes les autres boissons alcooliques, notamment les boissons alcooliques plus fortes. Les conditions à respecter, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Les établissements doivent bien évidemment rester fermés au public. Ils ne peuvent pas mettre de tables et de chaises à disposition. Les mesures barrières, distanciation sociale doivent continuer bien évidemment à être respectées. Il va falloir veiller à éviter tout ce qui va être regroupement devant l'établissement, mais vous voyez que ça vient tout simplement confirmer ce qu'on a pu voir précédemment. Hein. Et puis, pour rappel de bon sens, il est interdit de vendre des boissons alcooliques à des personnes mineures et à une personne manifestement ivre. Pour les personnes mineures, par exemple, pourquoi est-ce que je vous en parle, même si ça paraît extrêmement évident? Tout simplement parce que sur de la vente à emporter, on ne sait jamais qui va venir chercher la commande. Et en fonction, il faut bien leur dire que si dans leur commande, il y a de l'alcool, il faut leur dire attention, par exemple, par rapport à votre commande, je ne pourrai la donner à cause de l'alcool qu'à une personne majeure. Donc, qu'ils n'aillent pas envoyer leur fils de 14 ans qui descend les escaliers et qui va tout simplement remonter pour amener la commande à la maison. Ça, vous n'aurez pas le droit de le faire. Donc, attention, ce sont éventuellement des éléments sur lesquels vous pourriez être contrôlé plus ou moins discrètement, on va dire. Voilà, donc soyez vigilants là-dessus. Et attention également à quelques dispositions particulières. Alors là, je n'ai pas forcément d'informations propres à chaque région, mais en fait, ce qu'il faut savoir, et je pense que malheureusement, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est que localement, le préfet ou le maire
peut avoir des dispositions, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de police administrative qui leur permet de réglementer certains aspects sur leur territoire. Donc, notamment, ils ont un pouvoir administratif sur la vente d'alcool. Donc, informez-vous quand même au niveau local, mais je pense que pour ça, toutes les personnes qui vous accompagnent vous fourniront les informations en temps voulu. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas des plages horaires qui interdisent la vente d'alcool. Ces plages horaires peuvent être entre 20h et 8h du matin. Ils n'ont pas le droit normalement, par arrêté, ils n'ont pas le droit de faire un arrêté à 17h pour la vente d'alcool. C'est forcément à partir de 20h. Le préfet ou le maire peut interdire la vente à emporter de boissons dans un contenant en verre. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez vendre une bouteille de vin, peut-être que ça pourrait être effectivement interdit. Il peut interdire la vente à emporter de boissons qui ne seraient pas hermétiquement fermées dans une bouteille, à l'inverse. Et surtout, il peut interdire la vente pendant l'état d'urgence sanitaire. Et l'état d'urgence sanitaire, comme je vous le rappelle, c'est jusqu'en février 2021. Donc, s'il estime à un moment donné que au sein des établissements qui sont ouverts, qui font de la vente à emporter, on commence à avoir un petit peu trop de regroupements, un petit peu trop de petites fêtes organisées à droite à gauche, il pourrait effectivement demander à ce que la vente d'alcool soit interdite, en tout cas à partir de 20h du soir. Les petites spécificités par rapport au room service, alors… Peut-être si je peux… Vous savez que j'aime bien quand j'ai… Oui, Eric? Olivia, oui, parce qu'on a quelques questions en fait, et peut-être plutôt que d'attendre, comme ce sont des questions précises qui ont un rapport avec ce que tu viens de dire. On a notamment une question sur la TVA. Est-ce qu'elle est différente si c'est un plat froid ou un plat chaud? Pas du tout. Pas du tout. Non. Et puis, il y avait une question du restaurant Le Slalom de Saint-François-Longchamp, c'est est-ce qu'il est préférable de prévoir des repas chauds ou des repas froids avec remise en température par les clients? Alors, si remise en température par le client, oui, vous pouvez. Ça veut tout simplement dire qu'au niveau de votre traçabilité, il faut que vous ayez donc un document qui dise que vous avez préparé le produit, que vous l'avez redescendu en température. Donc, il faut bien suivre votre feuille de refroidissement. Il faut veiller à ce que vous ayez à ce moment-là vos enceintes réfrigérées qui soient effectivement également à bonne température pour conserver le produit, on va dire entre 3 et 4 degrés. Sur des plats emportés, ça me semble tout à fait suffisant. Et puis, par contre, ça veut dire qu'il faut informer le client sur la marche à suivre pour réchauffer le produit. C'est-à-dire que, par exemple, lui conseiller un temps et une température si ça a réchauffé au four, et idem, lui proposer les watts et le temps sur un micro-ondes pour être à peu près sûr d'atteindre notre fameuse température de 63 degrés et ne pas se retrouver avec du coup un produit à risque. Voilà. Mais ça veut dire que là, effectivement, il faut que vous lui donniez l'information un petit peu, vous savez, comme quand on nous conseille comment boire un thé. Comment boire une bonne infusion où on nous dit combien de temps ça doit infuser et à quelle température, vous serez un petit peu sur cette obligation-là. Mais j'ai envie de dire que c'est plus une obligation sécuritaire. Il n'y a rien de réellement décrit là-dessus. C'est plus un conseil à apporter à votre client pour éviter effectivement un risque éventuel d'intoxication. Mais si de votre côté, vous avez bien chauffé le produit, vous l'avez bien remis en température et bien conservé, il ne devrait y avoir aucun risque. Après, j'ai envie de dire que de la part du client, ça reste du bon sens. C'est comme un client qui vous prendrait une pizza, qui la laisserait pendant 3 heures à l'arrière de sa voiture à 60 degrés et puis qui irait la manger le soir et qui tomberait malade. Voilà, malheureusement, on ne peut pas être tenu responsable de ce genre d'événement. Mais du coup, soyez très carré sur la traçabilité dans votre restaurant. S'il y a un contrôle, il faut que vous soyez capable de leur montrer quand le produit a été fabriqué. Conservez bien, attention à J+3, ne dépassez encore jamais le J+3. Et à ce moment-là, il ne doit pas y avoir de souci. La réponse était un peu longue. Oui, mais visiblement, elle est très claire. Bon. Voilà. Et encore une question, est-ce que la règle du dog bag, enfin, est-ce la règle du dog bag en fait, c'est ça? Oui. C'est ça, d'accord. Quelle est la règle, c'est ça? Non, c'est la question, c'est savoir, est-ce que c'est ça la règle du dog bag? Je ne comprends pas bien la question alors. Jocelyn, parce que le doggy bag, c'est essentiellement… Allô? Oui, voilà, Jocelyn, si, peut-être. Allô?
Voilà. Ouais, non, c'était juste pour savoir si c'était vraiment parce que le doggy bag, oui, j'ai fait un peu une coquille là-dedans, mais c'est un petit peu la règle du doggy bag, non, de dire on n'est pas forcément impacté sur le Légalement, doggy vous bag n'avez si les plus gens aucune le laissent légalement, responsabilité. voilà. Ouais, c'est ça. À partir du moment où le client emporte le doggy bag, vous n'êtes plus responsable effectivement de ce qui se passe, j'ai envie de dire, à l'intérieur du produit. Par contre, si vous voulez vous rassurer, ce qui est quand même très bien, et je pense très honnêtement qu'un jour ou l'autre, ils vont nous l'imposer, c'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de créer quand même des petites étiquettes qui disent « Attention, produit à conserver à telle température » et à consommer dans les 3 jours, par exemple. Mais je pense qu'il faut quand même que vous ayez un minimum d'informations envers le client. Et très honnêtement, un jour, légalement, ça va nous tomber dessus. Hein, ils vont nous sortir quelque chose. Hein, donc, autant s'y habituer tout de suite. Mais effectivement, à l'heure actuelle, vous n'avez aucune responsabilité légale ou pénale. Donc, soyez tranquille sur ce genre, effectivement, de procédé. D'autres questions, peut-être? Alors, il y avait une question, mais là, je crois que ça concernait plutôt Gilles, sur les aspects économiques. Est-ce que Gilles, par contre, je ne vois pas la question. Il y a une personne qui demande si, donc en faisant de la vente à emporter en décembre, on pourrait perdre les aides, le fonds de solidarité. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore tranché. Bon, par contre, j'ai eu un mail ce matin, là, dans ce qui se discute là, entre le gouvernement et les organisations syndicales. Ça serait que on aurait bien un soutien de 20% du chiffre de décembre 2019. Et dans le chiffre de décembre 2019, on exclurait la vente à emporter. Voilà, donc pour vous qui risquez de le faire peut-être pour la première année, donc il n'y aurait potentiellement pas d'impact. Mais attention, prudence maximum, aujourd'hui on ne parle que de discussion. Et tant que le décret n'est pas sorti, il faudra voir. Si c'est le cas, là il y a une vraie opportunité, c'est-à-dire 20% du chiffre de décembre, plus la marge que vous réaliserez sur les ventes à emporter. C'est potentiellement intéressant. Voilà, donc à suivre vraiment dans les prochaines heures, les prochains jours. Voilà. Et puis une petite remarque de admin, je ne sais pas qui est admin, mais voilà, qui pense qu'il ne faut pas trop insister sur la préparation des pique-niques par solidarité avec les restaurants d'altitude. Oui, effectivement, ça Oui. c'est plutôt une remarque déontologique, on va dire. Mais voilà, merci en tout cas pour cette conscience de solidarité envers l'ensemble de la population. Voilà, si tu peux peut-être reprendre Oui. le room Allez, service maintenant. Et d'ailleurs, on va arriver effectivement à un bout. Donc, par quelques spécificités au room service. Donc, encore une fois, une bonne nouvelle. Vous savez que j'aime bien quand même, quand il y en a des bonnes, il faut les dire, hein, pour le coup. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change finalement à ce qu'on a connu par rapport au premier confinement, hein, pour l'instant par rapport au room service. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, c'est soit vendre en direct si effectivement vous avez cet espace de restauration. Et alors, là, justement, on va rentrer un petit peu dans la solidarité. Hein. Vous pouvez aussi proposer les services d'un prestataire extérieur. Vous associez, pourquoi pas, à une boulangerie pour les petits déjeuners, à un restaurant pour les repas du midi, à un autre pour ceux du soir, et essayer comme ça de faire fonctionner un petit peu les établissements voisins. Et puis, vous pouvez aussi, alors, pour le coup, passer par des prestataires extérieurs qui proposent par exemple des bocaux. Et là, au niveau de l'aménagement, c'est assez simple. Hein, il suffit juste d'un micro-ondes pour pouvoir réchauffer le plat. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Voilà, j'avoue que c'est vrai que le côté quand même de passer par les établissements voisins dans des petites communes, tout ça, ça va être quand même très agréable et effectivement rebondir sur le côté très solidaire. Hop. Ouais, il y a une remarque concernant justement l'accessibilité des remontées mécaniques. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas l'information l'accessibilité des restaurants d'altitude. Si les remontées mécaniques restent fermées, effectivement, ils peuvent être accessibles à pied, mais on n'en a pas encore effectivement de directive sur ce que seront les possibilités d'activité. A priori, en fait, le ski de randonnée, la raquette à titre individuel serait possible. En revanche, on ne sait pas si les itinéraires seront damés, balisés, sécurisés et si la pratique encadrée sera possible. Mais à ce sujet, on doit avoir normalement les informations entre le 11 et le 15 décembre sur les possibilités de pratique qui seront par contre, elles, annoncées par le gouvernement, mais précisées par les préfectures. Bien.
Par rapport à la communication au room service, alors comme vu précédemment, il va falloir éviter aussi les supports communs, bien évidemment. Privilégier éventuellement des flyers qui seraient à conserver pendant tout le séjour. Et puis là encore, vous avez les outils dématérialisés et en plus, en ce qui vous concerne, vous avez éventuellement l'affichage sur les télévisions. Et sachez qu'effectivement, des services ont été développés, hein, donc ça c'est le sujet d'un autre webinaire, mais des solutions existent sur les télévisions pour avoir accès directement au plat et éventuellement également passer commande. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant à envisager. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est-à-dire que il va toujours falloir préparer effectivement de toute manière les plateaux repas avec le masque. Deux solutions, soit les apporter directement en chambre, mais sans pénétrer dans la chambre. Donc, je vais les poser 3 petits coups sur la porte et puis je me recule pour que le client puisse récupérer son plat. Deuxième possibilité, et ça va aussi dépendre un petit peu j'ai envie de dire aussi de l'aménagement de votre hôtel, hein, c'est-à-dire que le client pourrait très bien descendre à un point précis, zone de récupération du plateau, et remonter directement dans sa chambre. Mais là, ça va aussi imposer plus de circulation au sein de l'hôtel, donc un plan de circulation qui doit être précis, et j'ai envie de dire surtout qui doit être respecté. Et ça, quand on connaît nos clients, c'est pas forcément toujours le plus simple. Voilà, on a un peu tendance à se transformer en policier pour leur dire non, il faut passer à droite et pas à gauche. Mais bon, ben voilà, ça fait un petit peu partie du jeu. Bon, la majorité quand même des clients sont respectueux effectivement des informations à condition qu'elles leur soient clairement expliquées à leur arrivée. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas leur dire bah, vous suivez les flèches, ça se voit, c'est visible. Non, c'est leur expliquer la démarche et pourquoi tout ceci a effectivement été mis en place. Ça prend 5 minutes, mais c'est important effectivement, en tout cas à l'heure actuelle, de le faire. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, que les gants, on estimait que ça n'était pas du tout une solution en cuisine. Par contre, pour ce qui est d'apporter les plateaux, ça peut être bien, mais dans un seul contexte, c'est-à-dire que ça va rassurer le client. Et c'est simplement pour rassurer le client que je pourrais vous conseiller à ce moment-là de mettre des gants, mais pas du tout à un autre moment. Pareil, vous êtes soumis aux mêmes autres réglementations qui sont de bien faire attention à tout ce qui va être maintien au froid ou maintien au chaud en fonction de l'offre que vous êtes susceptible de proposer. Donc, on est quand même sur des choses extrêmement similaires à ce qu'on a pu voir pour les cuisines et pour la vente à emporter. Quoi que vous fassiez, il est extrêmement important que vous mettiez à jour votre DUER. Le DUER, c'est le document unique d'évaluation des risques qui est obligatoire, c'est-à-dire que normalement, je dis bien normalement, vous devriez déjà tous en avoir un. Et une petite partie va devoir venir être complétée effectivement par ce que vous allez mettre en place par rapport à la Covid-19. Tout simplement, par exemple, un résumé des gestes barrières, des plans de circulation, le port du masque obligatoire, le gel hydroalcoolique à disposition, la distanciation. Ce sont des éléments très simples, hein, mais qu'il va falloir effectivement compléter. Sachez qu'en l'absence de DUER, vous êtes soumis quand même à des amendes qui peuvent atteindre 3 500 € et qu'en cas d'accident, vous pouvez être susceptible de verser des dommages et intérêts à la personne qui sera accidentée à cause de l'absence d'un document unique d'évaluation des risques. Donc, soyez vigilants sur cet élément-là, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, il fallait quand même vous l'évoquer. Et donc, en conclusion, on ne va pas renier, on ne va pas nier le fait qu'effectivement, il y a des dégâts humains et des dégâts économiques qui sont effectivement colossaux et dont on va tous avoir du mal effectivement à se remettre. Mais le plus important, c'est vraiment de réussir à saisir les opportunités et faut surtout pas le voir comme une fatalité. Voilà. Faut se dire au contraire, je vais faire des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, dans lesquelles je me serais peut-être jamais lancée, mais là, c'est l'occasion ou jamais de s'y mettre. Je m'y mets, rien ne dit que ça va perdurer. Hein. Peut-être que quand les choses vont reprendre, je vais me dire, bon, ça ne me convient pas, j'arrête et je passe à autre chose. Mais en tout cas, j'aurais tenté, je sais ce que c'est. Et si par malheur, je devais y retourner, eh ben, je saurais faire. Et ça, c'est important. Donc, ça, il faut le retenir aussi, c'est que tout ce que vous allez mettre en place, le jour où on vous dit de tout arrêter, ne mettez pas tout à la poubelle, même si c'est l'envie qu'on aura. Hein. Ça sera de tout jeter et de se dire, on n'en parle plus. Donc, conservez quand même une archive de tout ce que vous aurez mis en place. Et si malheureusement un jour, on devait y retourner, eh ben, vous aurez du coup un coup d'avance et vous saurez très exactement ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne.
Pour vous résumer quand même un petit peu tout ça, parce que j'ai bien conscience qu'en 1 heure, je vous ai quand même donné beaucoup d'informations. Et ça va vous être envoyé également. Je vous ai mis un petit résumé des 10 bonnes idées de la vente à emporter. Donc, réfléchir à une offre réduite, au support d'information, aménager la cuisine, indiquer les jauges acceptées au niveau des clientèles, aménager éventuellement les espaces avec des plexis, mettre le matériel en accès exclusif par le personnel, le client ne touche à rien, prendre de préférence les commandes par téléphone ou Internet, privilégier un paiement par CB, se laver les mains de préférence toutes les 20 minutes, mettre du gel hydroalcoolique pour les clients et établir un plan de nettoyage précis et qui sera signé tous les jours. Voilà, ça vous aidera, je pense, à dégrossir un petit peu toutes les informations qui vous ont été données et à pouvoir mettre en place le plan d'action nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la main à Eric. Ah non, excusez-moi, je dis une bêtise d'ailleurs. J'ai quand même une dernière diapo à vous diffuser, excusez-moi, qui est le lien vers un prochain webinaire qui est proposé également par OT73, qui est sur les solutions numériques et les dispositifs régions pour vous aider justement en cette période de crise. À savoir qu'il y a, alors je ne sais pas s'il y a encore de la place, par contre Dominique ou Eric pourront vous le dire. Oui. Il y a une séance aujourd'hui de 15h30 à 17h et une autre le 15 décembre. Voilà, où je vous encourage à vous inscrire parce que je pense que c'est un bon complément aussi à ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Eric, je vous laisse la parole. Tout à fait. On est effectivement plus sur les solutions techniques et de communication et de commercialisation. Donc, et c'est complémentaire de ce que l'on vous a proposé ce matin. C'est une webconférence qui est organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc à laquelle on peut vous inviter effectivement à vous inscrire donc, avec les 2 prochaines séances. Il y avait encore une petite question qui nous était posée, peut-être qui peut paraître un petit peu surprenante, mais pourquoi pas, c'est a-t-on le droit de cuisiner chez les gens De cuisiner chez les gens? C'est-à-dire d'apporter finalement ce service de cuisine. Oui, chef à domicile. Ouais. Oui, exactement. Enfin, si je peux me permettre, c'était moi qui avais posé la question. Oui. Bien sûr, avec les gestes barrières et tout ce qui s'ensuit, mais surtout dans le cadre privé d'appartements ou dans le cadre privé, hein, pas chez nous en tout cas, voilà, pas dans nos… le problème, c'est que, en tout cas, effectivement, ça n'a pas été défini comme une action autorisée pour l'instant. Et notamment, ça nous a été soumis notamment par le fait que, du coup, on pouvait en profiter pour réunir un petit peu plus de monde que ce qui est réellement autorisé, et notamment dépasser très aisément la jauge des 6 personnes. Donc, c'est quelque chose pour lequel, pour l'instant, ils ont un petit peu freiné. Mais dans les décrets, je n'ai pas d'interdiction formelle. Voilà. Donc, par contre, je vous ferai quand même une petite recherche et je vous ferai passer l'information par OT73. Ça mérite que je fouille quand même un petit peu plus. Voilà, pour vous donner une réponse sûre. Après, on n'est pas, c'est pas dans le but de faire un restaurant illégal, j'ai envie de dire, mais c'est justement, et en plus, en mettant en avant nos entités d'entreprise, donc c'était plus pour ça et profiter, bien sûr, on sait maintenant que c'est 6 personnes maximum à table, si j'ai bien compris. Après, il faut voir si nous, on est inclus dedans, si on rajoute des serveurs, enfin, je veux dire, voilà, apporter un service. Je vais vous avouer que c'est la question colle, mais je cherche l'information et on vous donne la réponse cet après-midi. Bon, bah super, merci, c'est gentil. Peut-être pour les autres, si ça peut aider tout le monde aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Oui, j'en profite pour dire, voilà, si vous avez d'autres questions après cette visioconférence, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous les transmettre sur l'adresse contact@ot73smb.fr et on les transmettra donc à nos intervenants pour vous apporter la réponse. Il y a encore 2 questions. Il y a une question qui concerne le room service. Sera-t-il à considérer comme service plat à emporter, notamment vis-à-vis de la TVA? C'est la TVA traditionnelle qui va venir s'appliquer, hein. Donc, soit à 5,5, soit à 10% en fonction du produit, mais c'est la TVA normale qui s'appliquera. Donc, tout ce qu'on a vu, effectivement, est valable.
Ok, ensuite, on a une question de Julie Bermond donc, qui nous demandait, qui en fait gère un restaurant d'altitude et qui demandait, ça s'adresse peut-être plus à Gilles, savoir est-ce que vous nous conseillez d'embaucher le personnel ou d'attendre l'ouverture du 20 janvier? Est-ce que, indépendamment de ce que tu as pu dire, Gilles, et notamment de donner comme élément d'analyse, est-ce que tu aurais une réponse à donner? Donc, c'est la question de l'activité partielle là, qui se pose, hein, notamment. Probablement, oui. Et puis la question aussi de la différence entre l'offre d'embauche et la promesse d'embauche, donc plutôt aller sur des offres d'embauche relativement light où on ne s'engage pas forcément sur une date. En tout cas, concernant l'activité partielle, le régime de droit commun devrait s'arrêter à la fin du mois. Là, pour l'instant, on a une neutralité économique de l'activité partielle, hein. On indemnise le salarié à 70%, on est remboursé à 70%. Hormis quand même quelques frais fixes incompressibles, hein, type l'acquisition des congés payés, par exemple. Par contre, à partir de janvier, prochain mois, le régime de droit commun, c'est on indemnise 60 et on est remboursé 36%. Donc, il y a un coût à la charge de l'employeur. Ce coût serait potentiellement à votre charge si vous preniez quelqu'un voilà, dès le début janvier pour démarrer votre activité le 20 janvier. Vous voyez. Je ne sais pas si la personne veut reprendre la parole qui a posé la question, peut-être, sur l'activité partielle, si c'est clair. À suivre dans l'actualité, hein, ça va peut-être bouger, ça, hein, parce que les secteurs protégés, pour l'instant. Ouais, je ne sais pas si Julie Même régime que Oui, tout. oui, bonjour. Bonjour. Oui, ben, c'est un peu difficile pour nous de savoir ce qu'on doit vraiment faire parce qu'ils sont en attente de savoir si on va leur faire un contrat de travail ou pas. Et c'est compliqué de leur dire, ben, on ne vous prend pas, mais sachant qu'on n'est pas sûr du tout d'ouvrir entre les remontées mécaniques, déjà jusqu'au 20, c'est fermé. Les restaurants risquent certainement pas d'ouvrir, donc financièrement, ça va être dur, quoi. Ouais. Vous pouvez faire une offre de contrat avec une condition suspensive, comme un contrat classique. La condition, la levée étant que voilà, les stations sont ouvertes, c'est possible. D'accord. Sur l'activité merci. partielle, il faut suivre l'actualité là sur l'activité partielle. Est-ce qu'ils vont remettre le régime de droit commun plus favorable, voilà, qui permettre d'avoir un remboursement total par l'État. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au 1er janvier. Ok. Voilà, il y a une question complémentaire. Activité partielle n'est-elle applicable que sur les salariés déjà embauchés? Donc, Gilles, c'est… Eh ben, il faut que le contrat ait démarré. Hein. Oui, il faut que le contrat ait démarré. Hein. Si le contrat n'a pas démarré, il n'y a pas d'activité partielle. Voilà, donc pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre sur l'adresse contact@ot73smb.fr, hein, comme c'est affiché dans le fil de discussion. Vous avez également dans le fil de discussion un peu plus haut l'adresse pour s'inscrire au web séminaire de la région sur les aspects techniques de la mise en place et sur les outils donc, pour la mise en place de la vente à emporter. Il me reste donc à vous informer que si vous n'avez pas pu suivre en totalité cette visioconférence, nos homologues de la Haute-Savoie, I&D Tourisme, vont en organiser une session lundi après-midi, le 14 décembre. Et puis, nous vous enverrons de toute façon le replay de cette visioconférence, de cette session de ce matin, ainsi que les documents, les supports de présentation qui vous ont été présentés et les outils donc, qui vont avec. Vous trouverez également sur notre site internet www.ot73smb.fr différents documents sur les aides, sur les dispositifs d'aide de la région qui peuvent vous intéresser. Et enfin, vous allez recevoir à l'issue de cette visioconférence un petit questionnaire satisfaction et on vous remercie de bien vouloir nous donner votre avis sur cette webconférence, voilà, de façon à ce qu'on puisse nous améliorer dans l'accompagnement, dans votre accompagnement dans ces périodes un petit peu compliquées. Voilà, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous souhaiter bon courage, très bonne journée, et puis voilà, en espérant que nous puissions tous démarrer solidairement, on va dire,
cette saison d'hiver. Très bonne journée à tous et merci de votre Merci à participation. tous. Au revoir.